On a tous le même problème, n'est-ce pas? Quand on veut acheter un truc, surtout un truc un peu cher sur internet, on se transforme en agent de la CIA. Oui, les 42 onglets ouverts, l'analyse des commentaires pour débusquer les faux avis. Et cette petite voix qui nous demande « Est-ce que ce youtubeur aime vraiment cet appareil photo ou il a juste été payé ?» Le stress, l'indécision, et puis bam, les chatbots IA. Le miracle, le bonheur. Enfin, un interlocuteur neutre qui est capable de nous transformer en experts, même temporairement, et qui va nous conseiller, nous guider pour qu'on fasse le bon choix, pour qu'on achète le bon produit, et qui n'est pas influencé par qui que ce soit. Enfin, je le croyais, jusqu'au moment où le GEO est arrivé. GEO, rien à voir avec la géographie. General Engine Optimization. En gros, c'est une technique pour influencer les IA qui vous conseillent et vous orientent vers les produits ou services précis. Mais attendez. Avant de parler de comment vos chatbots préférés sont influencés, prenons une inspiration et regardons l'histoire de la pub. Parce que spoiler, c'est passionnant. Dès l'Antiquité, la publicité s'impose visuellement sur les murs des villes pour captiver l'attention des passants. Les Romains utilisaient les fresques pour promouvoir les combats de gladiateurs ou annoncer la vente d'esclaves. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, les vendeurs d'esclaves, appelés les mangones, utilisaient déjà des techniques de marketing produit. Ils maquillaient les cicatrices de coups de fouet qui signifiaient des esclaves rebelles. À Pompée, les murs sont devenus le vrai réseau social de l'époque. Il y avait des graffitis pour annoncer les inscriptions électorales ou encore des événements de la ville. Et ce n'étaient pas des graffitis sauvages, mais des vrais actes de communication commandés auprès des ateliers spécialisés de l'époque. Avec les chutes de l'Empire romain, s'effondre l'alphabétisation. Alors, le canal de pub change. On passe de la pub visuelle à la pub orale. Les marchands ambulants développent chacun leur mélodie, leur slogan préféré et ils sortent dans les rues de la capitale pour annoncer la vente des produits et des services. Guillaume de la Villeneuve immortalise ces slogans dans le XIIIe siècle dans son poème qui s'appelle Les Crieries de Paris. Ce poème est un recueil des cris entendus dans les rues de la capitale à l'époque. Jusqu'au XIXe siècle, la publicité est encore naïve. Il s'agit essentiellement de présenter les caractéristiques techniques du produit et d'informer les gens. Le premier vrai tournant arrive vers la fin du XIXe siècle avec Alphonse Mucha. C'est un peintre connu notamment pour ses affiches publicitaires dans le style Art Nouveau. Mucha ne se base pas encore sur la psychologie, mais il commence à associer les idées et l'allégorie aux produits. Ces affiches ne vendent pas les caractéristiques techniques d'un papier à rouler ou d'un biscuit. Elles vendent une émotion, un statut. La figure féminine n'est pas encore utilisée comme un objet sexuel, cela viendra plus tard, mais comme un objet de divinité, de protection, et qui transfère sa grâce au produit. C'est ce que la psychologie appellera plus tard l'effet de halo. Quand l'image est belle et noble, le produit est forcément de qualité supérieure. Le cerveau fait le raccourci tout seul. En 1903, l'américain Walter Dill Scott publie The Psychology of Advertising et pose une bombe conceptuelle. Les humains ne prennent pas leurs décisions en se basant sur la logique rationnelle, mais en se basant sur les désirs profonds et les peurs. La publicité commence alors à exploiter ces failles psychologiques. Au lieu de vanter des mérites techniques d'un savon, on vend la promesse de beauté et de jeunesse. L'objectif n'est plus d'informer, mais de façonner le comportement du consommateur. Les années 1920. Il est temps de faire connaissance d'un personnage clé dans l'histoire de la pub, Edward Bernays. Par ailleurs, c'est un neveu de Sigmund Freud. Il applique la psychoanalyse à la communication de masse. C'est Bernays qui inaugure l'idée que les pulsions inconscientes peuvent diriger le comportement des foules. Et bien sûr, comment ne pas évoquer l'affaire Commission Krill de 1917. Cette commission est appelée Krill du nom du journaliste George Krill qui l'a dirigée. La commission a été établie sous le président Wilson aux États-Unis. L'objectif de la commission est de retourner l'opinion publique américaine pour soutenir l'effort de guerre. Bernays fait partie de cette commission et c'est là où il fait ses armes dans la manipulation de l'opinion publique. Et quelques années plus tard, il se demande « Et si ces mêmes techniques étaient aussi efficaces en temps de paix ?» Dans les années 1920, l'entreprise américaine Beech Nut Packing Company veut vendre plus de bacon et ils embauchent Bernays. Eh ben, notre génie de communication commence par interroger les médecins pour savoir si un petit déjeuner copieux serait meilleur pour la santé.
Il fait cette demande auprès d'un médecin qui lui répond oui, ce serait meilleur pour la santé. Bernays alors demande à ce médecin d'interroger ses confrères. 5000 médecins ont été interrogés. Quelques jours plus tard, les journaux annoncent 4500 médecins américains disent qu'un petit déjeuner copieux serait meilleur pour la santé. Et le petit déjeuner idéal serait les œufs et le bacon. Les gens se sont convaincus eux-mêmes. Bernays n'a acheté aucun espace publicitaire. Il a utilisé l'avis médical comme un levier de crédibilité. Fun fact, aujourd'hui encore 70% de bacon est consommé aux États-Unis pour le petit déjeuner. Mais Bernays ne s'arrête pas là, il utilise la même technique pour aider l'industrie du tabac. À l'époque, fumer en public était interdit pour les femmes, ou du moins c'était très mal vu. Bernays a contourné cette règle sociale en transformant le fait de fumer en public en un acte d'émancipation et d'égalité. Les femmes l'ont suivi, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 1923, les femmes représentent 5% des ventes de cigarettes. En 1929, 12%. En 1935, 18%. En 1965, ils atteignent le tiers du marché, 33,3%. Bernays a présenté le fait de fumer comme un symbole de liberté. La grande bascule arrive en 1994, plus précisément le 27 octobre. Une première pub digitale sur le site hotwired.com. L'auteur de cette pub, c'est l'entreprise américaine de télécommunications AT&T. Ça existe toujours, c'est un leader de télécom. Et la bannière publicitaire vous demande « Have you ever clicked here ?» Et en petit, en dessous, « You will ». Tu atterrissais ensuite sur une page faisant la promo de la campagne « You will », une vision futuriste de ce que les télécoms rendraient possible. Avez-vous déjà envoyé un fax depuis la plage? Vous le ferez. You will. And the company that'll bring it to you, AT&T. Cette bannière publicitaire d'AT&T a connu un succès monstre. 44% des gens ont cliqué. Pour que vous compreniez à quel point c'est énorme, aujourd'hui, le taux de clic sur les publicités digitales est à peu près 0,05%. On était si innocents. Je rime. Ce rectangle est l'acte de naissance de l'industrie qui pèsera bientôt 876 milliards $. Mais très vite, ce modèle de bannière publicitaire s'effondre. Ce n'est plus nouveau, ce n'est plus futuriste, les gens n'ont plus envie de cliquer. Il faut donc à nouveau réinventer la pub. Et Google va le faire. Les années 2000, Google AdWords. C'est là où la pub devient une science. On va ici parler de SEO. Quand l'algorithme dicte le contenu, deux terrains de jeu émergent sur Google. SEA, Search Engine Advertising, la partie payante, et SEO, Search Engine Optimization, la partie gratuite, donc les résultats naturels. À l'époque, 80% des clics étaient réservés à la partie non payante, donc aux résultats naturels. Être premier sans payer, c'est encore plus précieux. Mais alors, tout le monde se demande comment devenir premier sans payer. Dès 2001-2003, une industrie entière arrive pour déchiffrer l'algorithme de Google. Agences SEO, consultants, outils. Aujourd'hui, le marché de SEO pèse 80 milliards $ par an quand même. En 2019, Google développe BERT, un modèle d'intelligence artificielle deep learning. C'est quelque part la fin de l'époque des mots-clés et le début des sens. Alors pour ceux qui cherchent à vendre ses produits ou services, il suffit de décrypter ce que l'algorithme de Google veut et le lui donner. Ça fonctionne pendant des années, les humains cliquent, Google classe les liens, les produits se vendent, les services aussi, tout va bien. Et en 2023, tout bascule à nouveau. Je vous ai parlé de GEO au début de la vidéo. Et bien, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit et comment ça fonctionne. Selon les stats, pas mal de personnes aujourd'hui ne s'orientent même plus vers les moteurs de recherche, mais privilégient les réponses directes des chatbots IA. Pas besoin de cliquer sur 10 liens pour trouver la réponse. L'IA te la fournit directement. Le fameux clic disparaît, et avec lui l'économie entière de SEO. Pour des millions de sites, c'est une catastrophe silencieuse. Le trafic organique s'effondre, les recettes publicitaires aussi. Des éditeurs qui avaient passé des années pour optimiser leur contenu pour Google deviennent invisibles. Simplement parce que les utilisateurs ne viennent plus. C'est le début de la nouvelle question vertigineuse. Comment exister si les gens ne cherchent plus sur les moteurs de recherche? Parce que oui, il faut désormais plaire à l'algorithme d'IA pour qu'il puisse vous citer dans la réponse. Et du point de vue du consommateur, c'est très flippant quand même. Avec le SEO, donc le classement des liens par Google, au moins on pouvait choisir. On voyait les liens, on comprenait que oui, les liens qui sont classés en premier, c'est potentiellement les sites qui ont payé à Google, ou alors c'est des sites qui ont utilisé les bons mots-clés, etc. Avec les IA, c'est différent. Dans la réponse, tu reçois 1, 2, maximum 3 mentions d'un produit ou de service. Mais tu sais pas comment l'IA a sélectionné les sites. D'autant plus que les réponses d'IA sont formulées dans ton d'experts avec beaucoup d'assurance. Alors, la genèse de tout ça, c'est 2023. L'équipe de Princeton and Georgia Tech
publie sur le site Arxiv un article fondateur sur GEO. En 29 pages, avec un langage assez mathématique, les chercheurs t'expliquent comment influencer l'IA pour qu'il cite telle ou telle source. Ce que les auteurs décrivent, c'est une boucle. Le contenu n'est plus ajusté en fonction du comportement de l'utilisateur final, donc en fonction du nombre de clics, du temps passé sur la page, mais le contenu est ajusté pour le curateur algorithmique, donc pour le modèle d'IA. Alors, selon les auteurs, les techniques les plus efficaces pour être citées par une chasse artificielle, c'est citation académique, donc inclure sur le site des sources vérifiables augmente massivement les chances d'être cité. Données chiffrées précises, les modèles aiment la précision, un chiffre vaut mieux qu'une approximation. Ton autoritaire et expert, un style persuasif et structuré, mots-clés sémantiques, plus subtils qu'avant, mais toujours efficace pour créer le lien thématique avec les demandes de l'utilisateur. Par contre, l'algorithme est évolutif, on ne sait pas quelles sont ses préférences aujourd'hui et quelles seront ses préférences de demain. Une négociation transparente avec des éditeurs des modèles IA serait ici vraiment la bienvenue, peut-être même au niveau politique. En tout cas, l'objectif ici, ce n'est plus de convaincre l'humain de cliquer, mais de convaincre l'algorithme d'IA de vous citer. Ce qui est nettement plus compliqué et nettement plus déconnecté de la réalité du marché. C'est-à-dire que le fonctionnement même du marché, ce qui doit être vendu, ce qui doit être acheté, est dicté par les éditeurs des modèles d'IA et non par la relation même entre le vendeur et le consommateur. Et la question cruciale qui se pose, quel contenu survivra ? Si les modèles d'IA privilégient le ton autoritaire, le contenu chiffré, sourcé, alors les contenus incertains, hésitants, nuancés et qui reflètent souvent mieux la réalité seront-ils progressivement évincés